Donc, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire sur la différenciation pédagogique grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément Tactiléo. Donc, comme Thomas l'a dit, nous sommes là sur un usage avancé de Tactiléo. Donc, je vais vous présenter brièvement Tactiléo, mais surtout le but de la journée, c'est de voir comment donner accès aux élèves à la réussite. Donc, on va vite rentrer dans le vif du sujet, mais avant, je vais vous représenter rapidement la plateforme. Donc, je vais partager mon écran. Là, normalement, vous devriez voir mon écran. Donc, Tactiléo, donc vous connaissez, hein, une plateforme de partage. C'est surtout ça qui a fait que j'ai choisi cette plateforme pour travailler avec tous mes élèves. Donc, le partage par les temps actuels est très, très important. Donc rapidement, je vais vous représenter les collections. Donc Tactiléo héberge les banques de ressources pour le numérique éducatif de beaucoup de disciplines. Donc sachez que ces ressources ont été validées par l'un des inspecteurs. Donc par exemple, si je veux chercher une ressource en sciences, donc je suis professeur de technologie, hein, donc je vais faire une recherche en technologie, on voit qu'il y a déjà 1464 ressources mises à disposition et libres de droit, hein, parce que les BRNE sont libres de droit. Donc, je vais pouvoir déjà aller piocher et modifier ces ressources. Alors, c'est ça c'est l'une des principales forces de Tactiléo. Ensuite, la seconde force, c'est que les enseignants peuvent créer eux-mêmes leurs modules et les partager à leurs collègues. Donc là, je vous ai montré les quelques milliers de ressources en technologie. En réalité, il y en a bien plus parce que là, les 1464 ressources, ce sont uniquement des ressources qui ont été créées dans le cadre des BRNE. Donc, par exemple, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de différencier grâce au numérique. Donc, on va tout de suite créer un module. Et pendant que le module est en train de se lancer, je vous informe qu'il y aura 2 points questions. Donc, je répondrai à vos questions en milieu de présentation et également, pourquoi pas, un point d'échange sur vos pratiques avec Tactiléo, parce que très certainement que vous avez des pratiques qui vont être différentes de la mienne et j'aimerais aussi, via ce webinaire, pourquoi pas, apprendre des choses. Donc, lorsqu'on crée un module, eh bien, ça va très très vite. Rapidement, on y met un titre. Donc voilà. Ensuite, une petite description qui sera visible uniquement par vous. Et ensuite, on va ajouter des éléments. Donc, je ne vais pas vous présenter chacun des éléments. On a des éléments informatifs et des éléments qui seront évalués. Alors, pour différencier, on va commencer par la variation automatique des modalités de rappel. Alors, un petit point science cognitive, il faut savoir qu'au niveau du cerveau, se rappeler une notion, c'est assez complexe. Donc, le cerveau, tout d'abord, il va percevoir une information et l'encoder. Ensuite, il va la stocker et ensuite, il va devoir s'en rappeler, la faire émerger. Pour pouvoir s'en rappeler, 3 modalités de rappel possibles. Nous avons, pour commencer, le rappel libre. Alors, je vais tout de suite vous montrer ce qu'est un rappel libre. Donc là, je mets un petit titre à mon module. Je vais l'appeler libre. Voilà. Donc ici, toujours régler une consigne. Faites attention, hein, Tactiléo va vous proposer des consignes d'exécution. Cependant, donc elles sont très bien, vous pouvez les laisser, il n'y a aucun souci. Veillez toujours quand même à mettre une consigne qui va contextualiser votre discipline. C'est-à-dire qu'il faut toujours rappeler aux apprenants pourquoi ils le font, pas comment ils doivent le faire. Donc là, j'ai 2 modalités. Donc la saisie clavier, c'est une modalité de rappel qui est libre. Tout simplement parce qu'il n'y aura aucun mot évocateur, aucun indice, et ce ne sera pas un rappel par reconnaissance parce que le mot ne sera pas devant eux. Donc je vais aller rechercher une image. Donc là, moi, je suis prof de technologie, on va mettre une belle imprimante 3D, et j'implante mon imprimante 3D. Donc OK, mon image est ici. Je vais ajouter des étiquettes. Par exemple, je veux travailler voilà, sur la composition. Donc j'ai l'écran. Ensuite, je vais ajouter le plateau. Voilà, donc je l'appelle. Donc vous voyez, ça se fait très rapidement, mais vous avez l'habitude, hein. Donc ça, c'est du rapid learning. On crée des contenus rapidement. Et ensuite, bon, je vais, je sais pas, ajouter bon, la structure. Donc voilà. Donc à ce niveau-là de mon module, je vais cliquer sur OK. J'enregistre et je vais tester. Donc on est bien sur une modalité de rappel libre, étant donné
qu'il n'y a aucun indice pour les élèves. Les étiquettes n'apparaissent pas, donc c'est pas du rappel par reconnaissance, hein. Donc les élèves vont devoir taper les réponses pour pouvoir répondre. Voilà, donc la réponse est incorrecte. Donc là, nous avons un feedback. Donc ça, c'est le retour sur l'erreur. Je vais l'aborder également dans le cadre de ce webinaire. C'est l'un des piliers des sciences cognitives. Donc voilà, donc là, il a faux, très bien. Il passe à la suite, rien ne s'est passé, donc il a juste eu faux. Ce qu'on va pouvoir faire très rapidement, et c'est là qu'on va pouvoir différencier les apprentissages, et on va même individualiser les parcours de formation. On va dupliquer l'élément et on va l'éditer. Et tout simplement, je vais passer en glisser-déposer. Donc là, nous sommes sur un rappel par reconnaissance. Pourquoi un rappel par reconnaissance? Mais tout simplement parce que les étiquettes apparaissent, les bonnes réponses apparaissent, et l'élève va pouvoir plus facilement les replacer au bon endroit. Donc voilà. Alors par contre, ce qu'il serait bien, ça on s'entend là-dessus, hein, c'est que l'élève qui a réussi à faire le rappel libre ne soit pas contraint à faire le même exercice en rappel par reconnaissance. Donc pour ça, on va tout simplement paramétrer l'élément. Donc je retourne dans le premier élément, le rappel libre, je vais dans paramétrage. Donc là, on a une possibilité d'évaluer manuellement. Alors cette possibilité avant n'existait pas, et là je vais pouvoir vous montrer plus tard qu'on va pouvoir finalement maintenant corriger une copie et renvoyer des commentaires aux élèves. Ils pourront les consulter. Donc c'est très important. Donc là, on voit qu'on a un comportement si la réponse est correcte et qu'on a un comportement si la réponse est fausse. Donc je vais aller, j'ai oublié, hein, donc ça c'est les lois du direct, je vais aller créer un troisième élément. Donc je vais ajouter par exemple une page multimédia. Voilà, je vais écrire information dessus. OK, j'enregistre. Donc je reviens dans le paramétrage et je vais lui dire que si l'élève a réussi à bien répondre avec une modalité de rappel qui est libre, donc au saisie-clavier, il n'a pas besoin de faire l'élément reconnaissance, il passe directement au troisième élément. Par contre, s'il a eu faux, il va passer à l'élément reconnaissance. Alors ça, on n'est pas obligé de le paramétrer vu qu'en général, on le place à la suite. Cependant, si vous venez à déplacer vos éléments, à les réorganiser, moi, je vous conseille fortement d'aller paramétrer quand même en cas de réponse fausse le passage au rappel par reconnaissance. Donc, je vais cliquer sur OK et nous allons faire un petit test. Donc, je reteste. Donc, j'ai le rappel libre. L'élève ne sait pas répondre. Voilà. Donc, il a faux. Et il passe sur une modalité de rappel par reconnaissance. Donc là, ça va pouvoir le mettre en réussite. Et de la même manière, s'il vient avoir faux au rappel par reconnaissance, je peux paramétrer une petite page multimédia avec l'explication de la composition d'une imprimante 3D pour lui faire un rappel, donc nécessaire vu qu'il n'a pas réussi même avec les étiquettes qui sont présentes. Et si l'élève a bon cette fois-ci, donc j'y retourne, donc ici nous avons la structure, le plateau, et tout simplement l'écran. Donc là, il a une réponse correcte et il passe directement à l'information. Donc là, tout simplement, hein, vous avez différencié la modalité de rappel et vous avez utilisé l'intelligence artificielle de Tactiléo pour pouvoir analyser les réponses des apprenants et paramétrer le comportement de votre module. On a une troisième modalité de rappel qui est le rappel indicé. Donc il faut savoir que dans Tactiléo, il est tout à fait possible d'ajouter des indices. Donc lorsque nous sommes dans paramétrage, si on va tout en bas, on peut ajouter des indices qui vont apparaître sur un certain laps de temps. Donc là, je vais mettre 5 secondes. Alors ne mettez pas 5 secondes, hein, laissez les apprenants quand même réfléchir un minimum avant d'avoir accès à l'indice.
Et en éditant, nous allons pouvoir ajouter, pourquoi pas, du texte, une image, un lien, une vidéo. Voilà, donc on paramètre l'indice, hein. Alors par contre, attention, lorsque vous allez paramétrer un indice, un rappel indicé, on ne donne surtout pas l'une des réponses. On va orienter l'élève en lui donnant des mots évocateurs, etc. Parce que si on commence à lui donner les réponses, on n'est plus dans un rappel indicé, on est dans un rappel directement par reconnaissance. Donc là, on va lui dire, en gros, l'une des réponses permet de maintenir l'ensemble des éléments. Donc ça sera pour la structure. On peut donner des définitions sans donner le mot à replacer. Donc voilà, bon, je vais juste écrire indice, hein, et je clique sur OK. Lorsque l'on va passer dans une vision d'élève, voilà, donc on va faire ça. L'élève va pouvoir commencer à réfléchir et s'il bloque un certain nombre de temps dessus, on voit une petite ampoule apparaître. Et si l'élève clique dessus, on a l'indice qui apparaît à l'écran, qui risque fortement de le débloquer. Par contre, l'enseignant n'aura pas de vision si l'élève a utilisé ou non l'indice. Alors moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que je duplique cet exercice et en cas de mauvaise erreur, alors là, je vais paramétrer mon élément dupliqué, je vais l'appeler indicé, voilà. Et tout simplement, je reste en saisie clavier, je clique sur OK, et je vais ajouter un nouvel élément entre les deux qui va être une page multimédia avec les indices dessus. Comme ça, je paramètre. Je clique sur OK et je viens intercaler cette page multimédia. Donc là, je vais l'appeler indice. Et je clique sur OK. Je viens l'intercaler et je vais modifier mon paramétrage. C'est-à-dire que là, je vais lui dire, si la réponse est correcte, je passe toujours à l'élément 5. Par contre, maintenant, s'il a faux, je passe sur la page multimédia indice. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, et là, mon rappel indicé, normalement, il est correctement paramétré, vu que j'ai dupliqué le premier élément. J'ai ma réponse correcte, je passe au 5e élément, sinon je passe à la modalité par reconnaissance. Et je clique sur OK. Ainsi, vous allez pouvoir, grâce à cette méthode, voir les élèves qui auront besoin d'un rappel indicé pour se rappeler des bonnes réponses. Et c'est très important au niveau du barème. Parce que lorsque vous allez paramétrer votre barème, ça je vous le montrerai aussi un peu plus tard dans la présentation, vous allez pouvoir attribuer des points, donc plus de points naturellement pour le rappel libre, créer un petit malus de points pour l'indicé et un plus gros malus pour le rappel par reconnaissance. Donc voici pour les variations automatiques de rappel. Je vais aller voir si vous avez quelques questions. À quoi sert la page indice? Alors la page indice, justement, c'est parce que moi j'ai décidé de ne pas forcément, pas systématiquement, je les utilise, hein, mais utiliser l'option directement qui s'appelle indice de Tactiléo. J'intercale une page multimédia et lorsque les élèves vont le faire, tout simplement, ça me permet de voir quel élève a complètement réussi le rappel libre, quel élève a eu besoin d'un indice et quel élève a eu besoin des étiquettes pour avoir un rappel par reconnaissance. Donc voilà, c'est parfait. On va pouvoir poursuivre. Je ne vois pas d'autres questions. Donc après, je vous montrerai tout ça. Donc là, on est dans un cadre purement technique et pédagogique, mais bon, ça ne ressemble pas à grand-chose. Après, j'aurai le plaisir de mettre à votre disposition un escape game pédagogique qui reprendra à peu près tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir le vivre en tant qu'élève. Alors on va passer maintenant au Clémence, QCM. il y Oui, a quelques questions. Si vous ouvrez la fenêtre, il y a plusieurs questions qui sont d'accord. apparues. Alors,
Avec l'indice. Madame Fauvel, je ne comprends pas votre question. Alors, je ne vois pas les questions, je vois beaucoup de bonjours. Faut bien tirer la fenêtre. Ah voilà, oui, effectivement, je les vois, ça va. Alors, bonjour, lors de la première diapo saisie libre, si l'élève se trompe, il semblerait que les réponses s'affichent. Exactement. Alors ça, j'allais vous le montrer à la fin. Donc bon, tant pis, je vais vous le montrer aujourd'hui, enfin tout de suite. Effectivement, ça c'est un piège parce que dans le paramétrage complet du module, donc si je vais directement dans l'option du module, dans le paramétrage, attention effectivement à ce que l'élève ne voit pas les réponses à la fin de la question. Il va placer ça dans sa mémoire de travail, donc qui est à très court terme. Le temps de faire l'exercice, il va s'en rappeler. Si vous l'interrogez dessus une demi-heure plus tard, il ne se rappellera plus, alors qu'il a eu bon. Donc tout simplement, hein, vous allez dans option du module, paramétrage, et nous allons régler à la fin de chaque élément. On affiche soit le résultat, résultat avec correction, les erreurs uniquement ou rien. Alors, dans le cadre d'une différenciation, nous n'allons rien afficher. Alors, cependant, donc j'enregistre et je vais tester. Et ça génère un autre problème. Donc là, je vais tester. Donc là, nous sommes dans le rappel libre. Voilà. Donc, je vois, il n'y a rien d'affiché. Je passe directement sur ma page indice. Et ensuite, je vais aller sur le rappel indicé. Problème, lorsque l'élève va essayer de le faire par reconnaissance et malheureusement, même avec les étiquettes qui sont présentes, il ne va pas y arriver. Et il n'a pas la correction. Donc là, le retour sur l'erreur ne se fera qu'en fin de module. Et ça, au niveau cognitif, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il faut absolument corriger les flous cognitifs au plus près de l'effort. Donc finalement, je vais pouvoir, dans mon élément, donc je vais aller dans l'élément par reconnaissance avec mes étiquettes qui sont présentes. Dans le paramétrage, je vais redéfinir l'affichage à la fin de cet élément et appliquer le résultat avec la correction. Et la correction s'affichera uniquement pour cet élément. Donc ça, il faut vraiment le faire à la fin de la différenciation, quand on est en rappel par reconnaissance. Donc voilà, c'était une question très pertinente. Comment faire pour supprimer une étiquette si on s'est trompé ou si on trouve qu'il y en a trop? Alors ça c'est très oui, effectivement, il faut connaître l'astuce. Alors je vais y aller et je vais dans mon rappel libre pour vous montrer ça. Je vais tout simplement aller cliquer sur mon étiquette, donc je double-clique et j'ai le petit bouton supprimer. Et voilà, l'étiquette est supprimée. Est-il possible d'obtenir un tableau avec les pourcentages des axes pour toute une session plutôt que de passer par les araignées? Alors ça, oui, je vais le montrer. Alors, un pourcentage peut-être pas. Donc de toute façon, il faut savoir qu'on va pouvoir télécharger au format Excel, donc avec une petite formule où on va avoir les pourcentages sans souci. Mais ça, je vous le montrerai après, quand on y sera. Du coup, avez-vous laissé des indices sur le premier élément? Alors là, dans la présentation, oui, mais surtout, il ne faut pas le faire, étant donné que si on bifurque vers un rappel indicé observable par l'enseignant quand il va aller voir les résultats et suivis des élèves, il vaut mieux quand même les retirer, sinon ça fait double emploi et vous n'aurez pas de suivi. Alors, faut-il obligatoirement placer obligatoirement l'indice avant? Alors, le rappel indicé, il est utile si l'élève n'y arrive pas en saisie libre. Et justement, il faut, je pense, d'abord laisser l'élève face à la saisie libre, voir un petit peu, lui apprendre à gérer l'erreur, naturellement, bien expliquer à vos élèves que dans tout processus d'apprentissage, le flou cognitif, l'erreur, c'est super important, du moment qu'on comprend pourquoi on s'est trompé. Mais naturellement, l'indice va devoir du coup venir après l'erreur. Donc l'élève comme ça, il va pouvoir, alors moi j'explique à mes élèves, hein, ça va allumer la petite ampoule et vous allez vous en rappeler plus facilement. Alors il me semble que j'ai dû sélectionner les classes qui pouvaient utiliser ce module créé, mais comment le rendre accessible à tous? Eh bien ça, je vais vous montrer également qu'il est possible de créer des sessions ouvertes.
mais juste après. Il faudra attendre un petit peu de suspense. Alors, dans la page indice, ah si, le deuxième élément, justement, si, là, vous allez, alors là, je ne l'ai pas fait, hein, parce que je ne vais pas concevoir un cours, ça prend un petit peu plus de temps, et malheureusement, le temps nous est compté pour ce webinaire. Donc, si, naturellement, nous allons mettre des indices. Alors, l'indice, ça peut être un mot évocateur, c'est surtout pas la réponse, hein, je me répète. Ça va être un mot évocateur, ça va être une définition, pourquoi pas, ça va aussi... On peut aussi lui rappeler dans quel cours nous l'avons vu, hein, le titre du cours. Voilà, on va donner des indices aux élèves pour que le chemin, un petit peu le chemin neuronal se fasse et que l'élève aille récupérer plus facilement l'information. Mais si, c'est dans cette page multimédia, le deuxième élément, que nous allons mettre les indices. Alors, comment régler les règles de casse? Par exemple, si l'élève met une unité non attendue ou l'inverse. Alors là, je vais vous montrer, il est possible d'ajouter des réponses alternatives. C'est parti. Donc déjà, dans ma saisie clavier, je reprends cette réponse et j'ai certains élèves qui vont écrire le mot plateau. D'accord, donc désolé pour tous les enseignants, hein. Je suis vraiment désolé de vous faire subir cette orthographe, voilà, mais le fond, le fond de la réponse, malheureusement, c'est bon. C'est bon, on va juste lui dire que attention à l'orthographe. Donc voilà, on peut ajouter des réponses alternatives. Ça, il n'y a aucun souci. Alors les réponses alternatives, naturellement, c'est quand on est en rappel libre ou indicé, donc en saisie clavier. Donc en sixième, je mets beaucoup de réponses possibles et vous vous doutez bien que à chaque fois que je monte d'un niveau, il y en a moins en moins. En troisième, je me contente de mettre singulier ou pluriel. Voilà, il est possible, je ne l'ai pas dit, mais de prendre en compte la casse et de prendre également en compte les accents. Alors, comment ajouter un fichier audio? Eh bien, tout simplement, vous allez vous enregistrer grâce à un autre logiciel. Et lorsque vous allez paramétrer votre élément, vous allez modifier l'élément et vous avez tout simplement ajouté un son. Voilà. Et vous allez cliquer sur choisir un fichier audio à importer et vous allez pouvoir importer votre fichier. L'élève cliquera dessus et vous entendra. Bonjour, est-il possible d'intégrer un module Tactiléo avec différenciation dans un Geniali, sachant que la majorité de mes élèves n'y accèdent que sur le téléphone et pas de l'ENT? Alors, vous pouvez tout à fait mettre un lien dans Geniali qui va orienter les élèves vers le module Tactiléo. C'est tout à fait possible. Alors, même sur téléphone, hein, Tactiléo fonctionne. C'est du HTML5 et ça fonctionne très très bien. Ça s'adapte à tout support. Alors, je vais poursuivre maintenant et on va parler un peu du QCM. Le QCM, s'il est bien fait, c'est un puissant outil d'évaluation. Alors d'abord, un outil d'évaluation diagnostique. Donc je vais quitter mon imprimante 3D et je vais ajouter un élément. Donc nous sommes dans la question à choix multiples. Donc toujours faites attention, là nous avons la consigne d'exécution. Rappelez toujours la consigne qui a un rapport avec vos connaissances, avec les savoirs sémantiques de votre cours. Alors d'abord, en évaluation diagnostique, avant de lancer les élèves sur une nouvelle connaissance, il est important de savoir s'ils ont un peu le bagage sémantique minimal pour pouvoir acquérir les nouvelles notions. Alors, on va pouvoir vérifier rapidement en posant des questions si les élèves ont tout simplement le minimum requis pour pouvoir commencer sereinement l'activité. Ensuite, je dis que si le QCM est bien fait, parce que dans un QCM qui est bien fait, on a toujours des pièges, des contextes assez piégeux, et on va apprendre un peu les élèves, grâce à ces contextes piégeux, à lutter contre leurs automatismes. Alors, on appelle ça l'inhibition, et c'est super important que les élèves apprennent à se questionner avant de se jeter à corps perdu dans une réponse. Alors moi, ce que j'aime faire, c'est de créer ce genre de questionnaire. Donc, je vais aller chercher une image que j'ai trouvée sur la BRNE Mascotte Science. Donc je clique sur OK et la question va porter par exemple sur le portail coulissant. Donc voilà, vous pouvez naturellement
reparamétrer la taille de l'image. Et je leur pose par exemple comme question quel ensemble d'éléments permet au Ventail de se déplacer. Alors là, naturellement, je mets le moteur. Alors, ils tombent tous dans ce piège-là. Ou alors, je mets le moteur et le pignon. Et ensuite, je mets moteur, pignon et crémaillère. Naturellement, ça, c'est la bonne réponse. Et ensuite, je vais pouvoir, pour différencier l'apprentissage, paramétrer ce que Tactiléo a appelé des déclencheurs. Alors, les déclencheurs, c'est très simple. Vous allez cliquer sur « Ajouter un déclencheur » et on va définir le comportement de Tactiléo en fonction des réponses sélectionnées. Par exemple, je sais que si l'élève a sélectionné cette réponse, il est tombé dans le piège, parce que ce n'est pas uniquement le moteur. Donc je vais tout simplement, donc là, le titre du déclencheur, je vais l'appeler moteur, et orienter l'élève, mais pourquoi pas. De la même manière, si j'avais créé une page multimédia avec, pour là, tout simplement, une vidéo du fonctionnement d'un Ventail, avec un joli zoom sur le moteur, l'axe du moteur qui tourne avec le pignon dessus et la crémaillère qui permet de transformer le mouvement. Donc je l'oriente juste sur cet élément qu'il puisse regarder et ensuite je vais lui reposer la question en dupliquant. Donc je vais cliquer sur annuler ici parce que je ne vais pas faire le déclencheur maintenant. Je vais tout simplement vous le montrer, pourquoi pas. Donc je vais ajouter un élément. Je vais aller rechercher une ressource dans Tactiléo. Et là, je vais taper crémaillère. Voir si... Alors, je le fais en direct. Oh, pignon crémaillère, ça a l'air d'exister. Un petit film d'animation. Alors, je le visualise. Je vais regarder ce que c'est. Bon, ça a l'air très, très bien fait. Et ben, ça, c'est parfait. Alors, vous voyez, je vais même pouvoir... Et au fur et à mesure, moi, je modifie mon module comme ça. Je vais pouvoir l'ajouter. Donc, il est ici. Et je vais aller reparamétrer mon QCM et j'ajoute une réponse. Je ne sais pas ce qu'est une crémaillère. Voilà. Donc je clique sur OK. Ah, et je vais pouvoir, pour le coup, le paramétrer. Donc là, je vais ajouter un déclencheur. Tout simplement. Ah, tiens, ma réponse n'apparaît pas. Parce que je n'ai pas... OK, enregistré. Et je vais retenter. Voilà. Paramétrage. Je vais dans mes déclencheurs. Voilà, donc c'est ici. Alors si l'élève a répondu « je ne sais pas », donc la réponse est sélectionnée, ce qui est une crémaillère, je vais tout simplement passer à l'élément pignon crémaillère. Je clique sur OK, donc je vois que là, j'ai un déclencheur qui s'est créé. Et après, je vais pouvoir dupliquer mon QCM. Je vais pouvoir ensuite aller regarder les déclencheurs, je vais les supprimer, hein, vu que c'est un nouveau QCM. Je vais également supprimer la possibilité de réponse « je ne sais pas ce qu'est une crémaillère » et je clique sur OK. Et tout simplement, donc là, l'élève, si on teste, donc voilà, donc là, la question, je le rappelle, je ne l'ai pas tapé pour gagner du temps. Qu'est-ce qui permet de déplacer le Ventail du portail automatisé? Je ne sais pas ce qu'est une crémaillère. Il bifurque automatiquement sur la vidéo qui va lui montrer ce qu'est une crémaillère. Et ensuite, il va refaire l'exercice avec 3 propositions. Donc là, on voit encore une fois que l'intelligence artificielle a permis d'individualiser le chemin, un peu le chemin de la réussite de l'élève. Parce que finalement, là, c'est une possibilité de réussir en plus. Après, s'il sélectionne le moteur, ben, je vais pouvoir recréer, pourquoi pas, hein, recréer une page multimédia
en lui disant que ben non, enfin, il faut respecter une certaine chaîne d'énergie pour créer le déplacement du ventail et qu'il a oublié tout simplement la transmission de l'énergie du moteur. Donc là, ça me permet en plus de revoir une autre notion qui est la chaîne d'énergie et c'est parfait, je fais coup double. Donc vous voyez, grâce à ça, on apprend un petit peu les élèves à lutter contre leurs automatismes, les fameux élèves là qui vont vous faire un module de 25 éléments en 3 minutes. Et ben, on va leur apprendre un petit peu à se poser, à réfléchir et à lutter un petit peu contre eux-mêmes finalement. Ensuite, je vous propose de parler maintenant notes et évaluation par connaissance. Alors, je sais que dans le déroulé, normalement, j'ai fait apparaître évaluation par compétence. C'est peut-être un petit peu trop ambitieux. Alors, sachant que Tactilo va nous permettre non pas d'évaluer des connaissances, mais plutôt des compétences, pardon, mais plutôt des connaissances disciplinaires, donc des savoirs sémantiques. On va pouvoir les vérifier. Alors, pour pouvoir paramétrer le barème, si vous voulez une note, ben, tout simplement, ça se passe dans barème. Et là, je vois que tous mes éléments évalués, je vais pouvoir leur appliquer un nombre de points. Par exemple, sur le premier, rappel libre, je peux appliquer 3 points. Voilà. Alors, vous ne forcez pas forcément à avoir une note sur 20, hein, d'accord? Si vous avez que 3 éléments, ça ne sert à rien de les mettre tous les 3 sur 7 avec un point bonus. Non, honnêtement, vous laissez le module sur 9, vous laissez le module sur 15, enfin peu importe, mais il ne faut surtout pas se forcer à avoir une note sur 20. Ensuite, avec le rappel indicé, eh bien, tout simplement, là, l'élève aura eu accès à un indice. Je vais par exemple appliquer un petit malus de 1 point. Et ensuite, le rappel par reconnaissance, l'élève va pouvoir tout de même avoir 1,5 point. Voilà, donc comme ça, je suis en train de paramétrer l'indice. De paramétrer tout simplement la note globale de l'élève. Et en plus, je prends en compte si l'élève a eu des besoins particuliers ou non. Alors l'élève ne va pas le vivre mal, hein, sachez-le. Au lieu d'avoir tout simplement 0 parce qu'il ne sait pas répondre, il a la possibilité d'avoir 1,5 point. Donc son travail a payé pour lui. Parce que la note parfois reste malheureusement une sorte de rémunération du travail de l'élève. Donc c'est en train de bien évoluer et j'espère que ça va disparaître assez rapidement et qu'on va justement passer plutôt à la reconnaissance de l'évaluation par connaissance avec les axes de positionnement. Donc moi, j'utilise les axes de positionnement dans Tactiléo. C'est très simple, hein. Dans les axes, je rentre mes connaissances. Donc par exemple, sur un cours, je vais évaluer 2 connaissances. Voilà, elles sont ici. Ensuite, si je descends un petit peu plus bas, je vois que ma connaissance 1 constitue la première colonne juste ici, et la connaissance 2 est ici. Et je vais pouvoir tout simplement attribuer des points aux différentes connaissances. Voilà, par exemple, là, j'ai mon rappel libre indicé par reconnaissance sur l'imprimante 3D. Ça concerne ma première connaissance. Et ensuite, j'ai mes QCM qui vont concerner la deuxième connaissance. Alors, par contre, pour les QCM, ce qui est intéressant, c'est que nous allons pouvoir attribuer des points en cliquant dans la petite cible ici, sur la bonne réponse. Donc, si la réponse est cochée, la connaissance 2, je vais attribuer 2 points. Et je clique sur OK. Par contre, si vous voulez un petit peu pénaliser les élèves qui vont tout cocher, d'accord, si on serait dans case à cocher, donc ils ont plusieurs choix possibles, vous allez pouvoir attribuer du malus. Par exemple, s'il a coché la mauvaise réponse, je retire 1 point à la connaissance. Je clique sur OK et j'enregistre. Donc là, on voit bien qu'à la fin, lorsque je vais aller consulter les réponses de mes élèves, j'y vais tout de suite d'ailleurs, parce que je vois qu'il nous reste, allez, il nous reste un bon quart d'heure de présentation. Donc dans les résultats et suivis,
vous allez pouvoir avoir accès, alors j'y vais, alors là vous allez avoir mon nom parce que j'ai décidé de ne pas afficher le nom de mes élèves. Donc Clément Fantoli, c'est un élève, et Jean-Baptiste de Sachy également, donc il est ici et j'en profite pour le saluer. Donc on voit que Jean-Baptiste de Sachy, ici, a fait l'exercice et qu'il a une moyenne de 17,25 sur 20. Donc c'est très bien. Et dans les axes de positionnement, si je clique sur axe de positionnement, je vois qu'en technologie, j'ai évalué exprimer sa pensée à l'aide d'un outil de description adapté et qu'il a eu 6 points. Et pareil en mathématiques, parce que c'était un module complètement interdisciplinaire, programmer des scripts, notion d'algorithme et de programme, il a également eu 6 points. Donc il a validé ces 2 connaissances. Par contre, Clément Fantoli, ici, lorsque je regarde, rien n'apparaît. Alors, ce n'est pas qu'il. Alors, je ne vais pas parler de lui à la troisième personne, c'était moi qui l'ai fait, j'avoue tout. Donc, je l'ai fait. Cependant, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais coché évaluer manuellement un élément. Donc, ça n'apparaît pas tant que je n'ai pas fini d'évaluer manuellement le travail de l'élève. Pour évaluer manuellement, je retourne dans Résultats et suivi. Et vous avez un petit onglet sur lequel est écrit « À évaluer » et vous avez un petit chiffre ou un numéro dessus. J'attends un petit peu que ça apparaisse. Voilà, donc à évaluer. Donc j'ai 2 notions à évaluer. Donc j'y vais et là je vais pouvoir évaluer son travail en cliquant sur évaluer. Donc là je vois qu'il a plus ou moins donc, fait le déplacement du robot. Par exemple, si sa réponse est fausse, je vais cliquer sur évaluer, je vais régler la note, donc le travail était sur 2, et ici, je vais pouvoir lui mettre un commentaire, alors soit un feedback correctif, lui informer qu'il a faux et pourquoi il l'a faux, soit un feedback d'encouragement, donc c'est très bien, tu es en partie bon, cependant je pense que tu es capable de mieux, en te concentrant un petit peu plus. Voilà, on les connaît nos élèves, hein. Donc voilà, donc ici je vais tout simplement écrire un commentaire qui est lié à l'élément. Et tout ce que j'écris ici, ce qui est magnifique, c'est que l'élève a accès. Donc on voit que là, le 1 sur 2, c'est partiellement réussi. Et nous allons fermer. Et je vais vous emmener un petit peu voir dans le monde des élèves ce qu'ils voient. Donc là, je suis sur le collège Charlemagne de Laon. Je me suis logué avec mon profil élève et je mets se connecter. Donc voilà, je vais aller dans les ressources terminées et j'ai le webinaire 5e, donc c'était celui-ci. Voilà, c'est parfait. Donc j'en ai un qui reste à évaluer. Donc je vais aller l'évaluer en direct et on va voir si ça se fait. Ça, j'ai jamais testé, donc on va voir si ça se fait. Donc je retourne dans le deuxième élément à évaluer. Donc en tant qu'enseignant, je vais l'évaluer. Voilà. Donc c'est ici, donc ça c'est parfait. Je lui attribue la note de 1 sur 1 et juste un petit message, bravo. J'enregistre. Donc résultat 1 sur 1 en bas, on le voit, c'est réussi. Et il va pouvoir voir le commentaire de l'enseignant. Bravo. Donc là, il reçoit une copie qui est corrigée et il y a accès. Donc ça, dans le cadre de si Tactileo est intégré à votre ENT, c'est tout à fait possible. Il faut savoir que Tactileo a également débloqué la possibilité de créer ses classes, donc en raison de la crise sanitaire, hein, il a débloqué certaines options. Donc ça, si vous l'envoyez individuellement aux élèves, ce sera possible. Par contre, si vous créez des sessions ouvertes, ce ne sera pas possible d'évaluer manuellement. Alors pour créer une session, je vais vous montrer rapidement parce qu'il y avait des questions là-dessus. Tout simplement, je vais retourner dans mes ressources. Et je vais, alors soit ici directement, hein, si c'est moi, je peux créer une session, ou alors si je suis dans la ressource, je suis en mode édité, et lorsque j'ai fini de créer tout mon travail, je veux tout simplement créer une session. Alors là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous le faites en fonction des classes. Par exemple, j'ai une classe qui s'appelle formateur.
et je vais donc ajouter tous les formateurs dedans. Donc on a également Guillaume Mélier, qui est un des auteurs Tactiléo pour l'Académie d'Amiens, et Monsieur Desachi pareil. Ils font un travail merveilleux et je les en remercie, j'en profite. Et ensuite, je vais créer une session. Ou alors, tout simplement, hein, si vous ajoutez personne, vous allez créer une session ouverte. C'est-à-dire que pour se connecter, les élèves auront un code à 4 caractères. Donc, ils se connectent sur edu.tactileo.fr/go, ou alors, tout simplement, vous cliquez vous sur accéder à cette session. Vous avez un QR code que vous pouvez intégrer dans une classe interactive, par exemple. Ou alors, vous avez un lien d'accès. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je copie ce lien d'accès, je le colle sur le NT, donc dans le travail à faire, et les élèves, en un clic, ils se connectent à ce module, ils rentrent leur pseudo, parce que la session est ouverte, et ils le font. Par contre, lorsque je crée une session une session un peu fermée, c'est-à-dire que je l'envoie individuellement aux élèves, les élèves reçoivent ceci. Donc, ils ont un onglet Travail à faire lorsqu'ils se connectent. Et là, je vois que j'ai carrément envoyé un parcours à un élève. Et là, il sait le travail qu'il reste à faire. Donc, par exemple, il m'a fait le 6e séance 18, 6e séance 19, et il reste à faire la 6e séance 20. Et ce qui est assez fort, c'est qu'on peut, même à distance, rester dans une pédagogie un petit peu de groupe. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi permettre le travail en groupe grâce à Tactiléo. On va pouvoir envoyer le travail à des groupes d'élèves. Donc là, je ne vais pas avoir le temps de vous le présenter, mais les élèves vont pouvoir collaborer. C'est-à-dire que si Jean-Baptiste veut faire la première séance et qu'à un moment il bloque, eh bien, il peut demander tout simplement à Guillaume de se connecter. Guillaume va se connecter, il va aller sur 6e séance 18 et il va arriver là où Jean-Baptiste se sera arrêté. Il pourra prendre la suite. Ils pourront également, grâce au bloc-notes collaboratif, échanger directement sur Tactiléo pour pouvoir le remplir ensemble. Ça, c'est assez sympathique et j'aimerais le mettre en place l'année prochaine. Donc, dernier point rapide avant de passer aux questions et aux différents échanges, le retour sur l'erreur. On en a déjà parlé un petit peu avec le feedback. Sachant que Tactiléo, par défaut, il va afficher réponse correcte ou réponse incorrecte. Naturellement, c'est très bien, mais c'est insuffisant. Donc, vous allez pouvoir paramétrer vos feedbacks en éditant. Je ne vais pas éditer celui-ci, sinon, vu que je l'ai partagé à tous les collègues, je vais reprendre notre petit titre. Alors, on peut tout à fait naturellement laisser réponse correcte ou incorrecte. On n'a pas forcément des heures à passer sur paramétrage des feedbacks, mais c'est super important quand même, pourquoi pas, de dédramatiser une réponse incorrecte en lui indiquant tu vas avoir accès au même exercice, mais avec un indice. Courage, tu vas réussir. Voilà. Donc là, le feedback est un petit peu plus complet. Donc on appelle ça un feedback d'encouragement. Il n'est absolument pas correctif, qu'on ne lui donne pas la correction, mais on va montrer à l'élève qu'il est capable et que derrière, il va pouvoir avoir accès à un indice. Naturellement, après ce feedback, je vais le changer en lui disant « Ne t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu vas avoir accès aux étiquettes à replacer au bon endroit, mais je te demande de te concentrer et de rechercher un petit peu des informations pour pouvoir répondre correctement. » Voilà, donc ça, c'est l'importance du feedback. Le feedback, réponse correcte, il est bien. Alors, je peux également, dans le feedback, pourquoi pas, s'il a bien répondu, insérer un média. C'est-à-dire que l'élève, je vais pouvoir lui montrer une imprimante qui va, par exemple, imprimer en 3D un objet. Donc, il va voir le fonctionnement directement dans le feedback. Alors, j'aimerais bien, oui, il me reste quelques minutes, je vais pouvoir vous montrer rapidement aussi un feedback qu'on a réalisé avec Stéphane Baston, un autre auteur pour l'Académie d'Amiens. Je vais aller rechercher ça dans mes ressources. Et voilà, c'est la séance 3.
Donc voilà, j'ai des questionnaires à choix multiples, je vais vous montrer. Indiquer dans quel sens faire tourner le servomoteur qui commande la roue dentée pour faire tomber la bille noire. Alors naturellement, il va devoir tourner dans le sens inverse pour que la crémaillère puisse avancer. Et en fait, on a paramétré nos feedbacks. Alors, si l'élève répond mal à la question, la réponse est incorrecte, donc on va attendre un petit peu le chargement parce que j'ai utilisé MediaCAD et ça prend un petit peu de temps pour charger la vidéo. Et l'élève, en fait, grâce à ce feedback, va pouvoir visualiser la vidéo de ce qu'il se passera, de ce qu'il se passerait si il sélectionnait. Ah bah voilà, donc de toute façon, ça a mis trop de temps à répondre. Alors ça, c'est dommage. Je vais réessayer. Non, je ne pense pas que ça fonctionnera. Alors vous voyez, par contre, donc la vidéo, je vous explique, hein, nous avions la roue dentée qui tournait dans le sens normal et la crémaillère qui allait rentrer un peu dans le mur et se bloquer. Donc la bille ne tombait pas. Ça, c'est dans le cadre d'un escape game. Il fallait qu'il fasse tomber des billes pour récupérer des numéros, pour ouvrir un cadenas et répondre à une énigme finale. Donc voilà, et on a également, je vais terminer là-dessus, la possibilité, dans les options du module, dans le paramétrage, de créer des messages personnalisés. Donc les messages personnalisés, une fois de plus, on va personnaliser le comportement de Tactiléo. Et là, je vais pouvoir... Donc là, ok, donc là je suis dans l'autre module, bon c'est pas grave. Donc là je vois que j'ai la chaîne d'énergie et les actionneurs comme connaissance. Et je vais pouvoir sélectionner un minimum et un maximum. Par exemple, si l'élève a entre 0 et 3, je vais pouvoir afficher un certain message. Lui dire par exemple, tu es en cours d'acquisition pour cette connaissance, va vite voir le professeur afin qu'il puisse t'expliquer ce que tu n'as pas compris. Prévois les réponses à poser à l'enseignant pour la prochaine fois, en classe virtuelle ou pourquoi pas en présentiel, lorsque nous reprendrons. Donc voilà, on va personnaliser le message et le message va en fait s'afficher à la fin de l'exercice. Donc quand l'élève aura fini de réaliser tous les éléments, nous aurons tous les messages personnalisés. Alors il est possible d'en faire afficher plusieurs, hein, parce que par exemple s'il est entre 0 et 3 ici, le message va s'afficher et je vais créer un deuxième message personnalisé, cette fois-ci sur la deuxième connaissance. S'il est entre 0 et 4, pareil, on va pouvoir lui afficher un deuxième message. Voilà, on va pouvoir aussi dédramatiser l'erreur, ce qui est important dans la tâche d'apprentissage. Donc voilà, j'ai terminé cette présentation. Je pense que nous allons pouvoir passer aux questions, que j'imagine assez nombreuses. Alors effectivement, il y a beaucoup de questions. Je te laisse les parcourir. Oui. Alors, je vais commencer par la dernière, tout simplement. Alors, y aura-t-il une évolution pour avoir un lecteur quand on met un audio et pas seulement un bouton? Ça, je ne peux pas y répondre. Moi, je suis là pour les questions pédagogiques. Alors, l'évolution est possible. Alors, si vous avez vous pouvez tout à fait demander ou proposer des améliorations pour Tactiléo. Il y a une plateforme avec un lien dédié sur lequel vous allez pouvoir proposer. Alors moi, j'ai déjà proposé, il y a déjà eu des modifications suite à mes propositions, hein. L'équipe est très active. Donc pourquoi pas, enfin je ne sais pas si Thomas peut mettre le lien Oui, je vais le déposer le donner. lien autrement, aide.tactileo.fr pour accéder à la page, enfin comment dire, au ticket de suggestion. Je vais D'accord, noter ça dans le chat. merci. Alors, verra-t-on les axes de positionnement? Alors, les élèves vont pouvoir les voir et l'enseignant aussi. Ça se passe dans Résultats et suivi. Alors, vous avez l'onglet, de toute façon, l'onglet principal et le troisième, c'est l'onglet Axes de positionnement. Et dedans, vous allez voir la liste de tous vos élèves et les points qui seront répartis en fonction des connaissances disciplinaires.
Alors pour ce qui est des paliers, nous les verrons, mais les élèves ne vont pas les voir. Eux, ils ne le verront pas, étant donné que Tactileo va afficher uniquement le message en fonction du palier dans lequel il se trouve, mais eux ne verront pas le palier. Une des limites à Tactileo côté élève, c'est la difficulté de lire certaines vidéos objets 3D, enregistre le son en fonction du matériel. Et oui, ça, là on est tout à fait dépendant du matériel qu'ont les élèves. Alors, c'est pas forcément de la faute de Tactileo, hein, c'est de la faute de la connexion, c'est le matériel des élèves. Naturellement, on a certains élèves qui n'ont pas du tout accès au numérique, et c'est là encore une plus grande limite, je trouve, à l'utilisation à distance. Alors, Tactileo est-il accessible aux établissements privés sous contrat? Thomas, si tu peux répondre, parce que là, je ne sais pas. Oui, a priori, oui. Est-ce que Florent, tu peux prendre la parole pour cette question? Oui, bonjour. Je confirme, tous les établissements français sous contrat ont accès à Tactileo, que ce soit école, collège et lycée, ainsi que les établissements étrangers AEFE et MLF. D'accord, très bien, merci. Alors, si on n'a pas accès à Tactileo sur le NT, il n'est pas possible de faire une évaluation manuelle. Si, parce que maintenant, vous avez un petit onglet sur la gauche qui s'appelle Administration. Et dedans, vous allez pouvoir créer vos classes, créer vos apprenants. Donc, les comptes apprenants, vous allez pouvoir les importer d'un fichier Excel. Vous allez voir, hein, que vous aurez rempli au préalable. Et ça va vous créer les comptes apprenants et vous allez pouvoir donc créer des évaluations manuelles. Donc, par contre, ça sous-entend que les élèves vont devoir se connecter avec le code que vous allez devoir leur fournir. Alors, moi, j'ai pris la décision de reprendre, vu que je suis TIS, j'ai pris leur code de connexion au réseau local, leur même identifiant, et comme ça, ils ont les mêmes sur Tactileo et c'est super. Alors, est-il possible de mettre un lien vers Tactileo, qui est dans le Gard, dans un cours d'une plateforme Moodle intégrée à l'ENT? Ah bah oui, tout à fait, hein, il est possible de mettre toujours un lien. D'accord, je vous ai montré comment le récupérer. Donc ça ne posera aucun souci. Pouvez-vous revenir sur le paramétrage module et le problème d'affichage de la correction, là où vous avez choisi le paramètre rien, c'est au sujet de la question. Oui, je vais le montrer rapidement. Hop là. Je retourne ici. Alors, je ne vais pas enregistrer parce que là, je suis sur un module partagé de l'Académie d'Amiens. Alors, vous allez dans Paramétrage, donc option du module, Paramétrage, et tout simplement afficher à la fin de chaque élément rien. Vous pouvez également paramétrer l'affichage à la fin du module. Et de la même manière, quand vous voulez modifier ça dans un élément, bah vous allez dans l'élément, paramétrage, redéfinir l'affichage à la fin de cet élément, et là, vous allez pouvoir resélectionner la correction pour cet élément. Alors, pouvez-vous remontrer pour affilier les points à chacune des propositions? Oui, alors c'est reparti. Pas de souci, on y va. Il faut que je trouve un petit QCM ici. Voilà, question en choix multiple. Donc, on va ici. Ah oui, non, c'est les axes de positionnement que vous voulez. Donc, pas de souci, on va annuler. Je retourne dans mes options du module, axe de positionnement. Et lorsque l'on a un QCM, vous avez cet affichage. QCM à configurer par proposition, vous affichez l'élément et vous allez pouvoir définir et attribuer un nombre de points. Par exemple, là sur actionneur, je mets 1 point. OK. Et s'il a sélectionné l'autre réponse, je peux appliquer un malus de -1. Donc ça, je le fais avec la molette de ma souris, hein, tout simplement. Pour le collègue qui ne voit pas ses classes, il faut que les élèves cliquent une première fois sur la grenouille pour être récupérés. Ensuite, une question de Cyril Orange. Pour utiliser le déclencheur, il ne va pas cocher « je ne sais pas » car il ne sait... ici, alors si, on a certains élèves, mais en tout cas, les miens sont au courant qu'il y a un petit malus de points. Donc certains vont naturellement essayer de répondre. Ils vont pas cliquer sur « je ne sais pas » parce qu'ils savent qu'il y a un malus de points, ils vont chercher, et tant mieux.
Certains, par contre, ont peur de perdre des points au niveau des connaissances. Alors, moi, il faut savoir que j'applique un malus s'il répond mal sur l'évaluation par connaissance avec les axes de positionnement. Par contre, il n'y a aucun malus pour l'élève qui va sélectionner « je ne sais pas », car lui va avoir accès à des informations et pouvoir récupérer des points de connaissance derrière. J'appelle ça des points de connaissance. En vrai, ça va évaluer surtout sur leur niveau d'acquisition. Ensuite, j'ai une question. Pour le score total, l'élève qui réussit aura que 4 sur 8,5 par exemple. Oui, effectivement. Alors, le fait de différencier le barème va leur donner une note. Par exemple, si l'élève va avoir 20 sur 20, alors que j'ai différencié, il va avoir 20 sur 45. Alors là, la seule astuce que j'ai trouvée, c'est de leur donner le barème de points directement lorsque je leur envoie le lien. Attention, ce module est sur 15. Voilà, donc ils savent que la note globale à la fin, elle sera sur 15 et non pas sur 45. Mais sinon, pour le paramétrer dans Tactiléo, je ne pense pas qu'il y ait, à part ne pas afficher la note. Mais bon, alors là, ça les frustre et c'est assez complexe. Alors, peut-on exporter toutes les propositions des réponses libres de tout le module pour correction? Alors, non, je ne pense pas qu'il soit possible d'exporter par réponse. Par exemple, si j'ai 25 élèves qui ont répondu dans un format libre, je ne vais pas pouvoir les exporter et pouvoir répondre et pouvoir avoir toutes leurs réponses dans Excel. Est-ce qu'on peut récupérer juste un grain parmi ceux qui ont déjà été créés dans un module? Alors là, ça dépend. Ça dépend. Si le grain fait partie des BRNE, oui, vous allez pouvoir le récupérer sans souci. Par contre, si le grain était partagé par un professeur, je ne pense pas que ça va être possible de le récupérer parce qu'il y a toujours des notions de droit d'auteur derrière. On peut préciser qu'en fait, c'est lié, c'est un paramétrage qui est réalisable quand on fabrique un module. On peut le rendre ouvert ou non. Alors, Madame Chloé Deligne, parfois les questions s'affichent devant les réponses, exemple dans les QCM. Y a-t-il un moyen de les faire s'afficher ailleurs? Tout à fait. Il y a un moyen qu'elles puissent s'afficher en dehors de cette petite bulle. Tout simplement, lorsque vous allez paramétrer votre question, alors je vais vous le montrer en direct, ça sera plus simple. Ensuite, indiquer, voilà, donc là je suis ici et je vais tout simplement afficher dans une fenêtre. Et là la question va s'afficher au-dessus des réponses possibles. J'aurais pu la petite bulle. Or ça, il faut bien aussi, vous allez pouvoir en fait expliquer à vos élèves que le fait de cliquer sur les petits personnages en bas fait disparaître la bulle et le fait de recliquer dessus la fait réapparaître. Mais ça, c'est vrai que si on ne l'a pas dit au départ, vous allez avoir beaucoup de messages ou beaucoup de mains levées dans votre classe pour vous dire que c'est pas possible de le faire. Y a-t-il un nombre maximum d'élèves par module? Il me semble que c'est 150 ou 200 ou 250 par session ouverte. Oui, on a une limitation qui est actuellement à 200 élèves par session de formation. D'accord, merci. Par contre, il va être possible de diffuser un module dans plusieurs sessions de formation différentes si on veut le faire à plus d'élèves. D'accord. Alors, vous avez montré l'évaluation par points. Est-il possible d'une évaluation par niveau de compétence? Eh bien, pas encore. Pas encore parce que là, nous sommes dans un système à points encore, hein, attribution de points. Et je pense que un niveau de compétence, d'attribution par niveau de compétence 1, 2, 3 ou 4, ça peut se faire en fait en réglant plus ou moins ce que j'ai montré, hein, ce qu'on appelle les messages personnalisés à la fin. On va pouvoir définir des plages d'acquisition et pouvoir paramétrer derrière le message pour l'élève. Mais nous, malheureusement, quand on va recevoir les résultats et suivis, ça va pas être clairement identifié. Alors, problème des réponses justes mais mal orthographiées, et oui, ça malheureusement. Alors, les élèves sont très créatifs parfois sur l'orthographe, et on aura beau, nous, derrière, prévoir des erreurs possibles, ils sont toujours capables d'en inventer d'autres, hein. D'où l'intérêt, justement, d'aller vérifier quand même si c'est une évaluation qui est automatique, rien ne nous empêche d'aller cliquer dans les résultats et suivis sur les différentes réponses des élèves. Alors vous inquiétez pas, hein, si l'élève a juste mal orthographié le mot
et que ça lui a compté faux, il va se manifester pour vous dire que c'est pas juste. Si on crée manuellement des élèves dans Tactiléo, est-ce que leurs comptes seront communs à tous les enseignants du même collège? Oui, il me semble que vous pouvez créer des classes avec des apprenants derrière et que vos collègues pourront réutiliser et vous allez pouvoir même gérer il me semble les comptes enseignants et attribuer des classes aux enseignants. Alors, quand un parcours est lancé, peut-on y attribuer des élèves qui ne s'étaient pas inscrits? Oui, vous pouvez tout à fait ajouter des apprenants au parcours lorsqu'il est lancé. C'est possible de le modifier. Vous pourrez même maintenant modifier les dates de fin de session. Alors, quand on envoie un module à plusieurs classes en passant par le garde de l'ENT, peut-on ensuite récupérer les résultats par classe et non par une liste alphabétique? Alors ça, c'est une bonne question. Malheureusement, je ne pense pas. Mais l'intérêt, étant donné que ça se crée très vite, c'est de créer, pourquoi pas, 3 sessions d'évaluation en attribuant, au lieu de 3 classes dans une session, vous faites 3 sessions d'une classe. Ça va très vite, hein. Alors, un élément SCORM. Alors, moi, j'utilise des éléments SCORM. En fait, un fichier en .SCORM, c'est un fichier qui va être complet. En fait, vous allez pouvoir télécharger votre module en .SCORM pour pouvoir, pourquoi pas, l'intégrer ailleurs. Alors, j'avais quelques ressources que j'avais créées à l'époque sur Moodle. Alors, je les ai téléchargées en .SCORM et je les ai intégrées directement en Tactiléo. Donc, dans Tactiléo, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et on a l'interface de Moodle et les élèves peuvent faire des exercices sans souci, vous l'importez directement. Alors, comment créer une classe hors ENT? Je vais vous le montrer. Alors, je vais dans Administration. Alors, je vais quitter, hein. Voilà. Gestion des classes. Ajouter une classe. Je vais l'appeler classe test. Et j'enregistre. Donc, ma classe est créée. Donc, il y a 0 apprenant dedans. Et ensuite, dans Administration, vous allez pouvoir gérer les apprenants. Voilà. Donc, je vais faire un filtre par classe. Donc, je me place dans la classe test et je peux ajouter manuellement. Voilà, je peux ajouter manuellement un élève qui vient d'arriver en cours d'année, par exemple, hein. Donc, je vais lui créer un identifiant de connexion. L'email n'est pas obligatoire, hein. Le mot de passe, la confirmation de son mot de passe, son nom, son prénom. Voilà. Ou alors, vous allez pouvoir importer. Donc là, je crois que Tactiléo peut vous fournir un modèle. Donc voilà, si j'exporte le modèle, donc je vais ouvrir le modèle et tout simplement, vous allez entrer ici tous les élèves de la classe. Alors, vous pouvez les exporter de votre NT, hein. Ici, vous allez pouvoir mettre tous leurs mots de passe, voilà, leur nom de famille, leur prénom, leur classe, et Tactiléo va automatiquement les affecter dans la bonne classe. Donc ça, en début d'année, c'est plutôt pratique. Vous n'allez pas devoir le faire un par un, mais sachez qu'il est tout à fait possible d'ajouter les apprenants à un apprenant qui est arrivé en cours d'année, par exemple. Alors, la différence entre une session ouverte et une session privée. La session ouverte, en fait, il y aura uniquement un code à 4 caractères à entrer. Et l'élève, ça sera ouvert, hein. L'élève se connecte sur edu.tactileo.fr/go et il entre lui-même son pseudo. La session privée, ça c'est quand vous êtes soit depuis l'ENT ou vous avez créé vos classes. Là, l'élève va se connecter à son compte et il va voir apparaître directement votre module et il va le faire. Il n'a plus de pseudo à régler. Par exemple, si moi j'ai quelques élèves qui ont pris malheureusement la mauvaise habitude d'entrer un pseudo, donc il va taper n'importe quoi, il va faire un petit peu l'exercice, il va voir les bonnes réponses et après il va se connecter avec en pseudo son vrai nom, son prénom et il va avoir les bonnes réponses. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous restez sur la session privée, c'est-à-dire envoyer directement aux classes, et comme ça, l'élève n'aura pas la possibilité de tricher.
Alors là, j'ai un petit message sur le fait, oui, de pouvoir laisser les élèves, en fait, on peut leur permettre de refaire plusieurs fois l'exercice et de passer à la suite après 3 mauvaises réponses. Cette question, ouais, ça c'est forcément sur l'ensemble du module. Et il faudrait l'activer uniquement pour certaines questions. Alors pour le moment, ce n'est pas possible, mais vous pouvez proposer cette option qui serait effectivement très intéressante à Tactiléo, donc sur la rubrique aide. Est-ce que d'autres collaborateurs de Mascotte veulent prendre la parole pour conclure? Oui, bah, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette formation. Vous avez été très nombreux, vous avez été très actifs, donc ça montre bien que vous êtes intéressés par Tactiléo et donc merci beaucoup bah, pour votre intérêt